Bon, merci à tous d'être venus écouter cette conférence. Du coup, c'est pas la peine d'aller écouter les autres, hein, parce que en fait, voilà, la mienne va toutes les contenir, puisque je vais parler de l'histoire de l'univers. Donc le premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant longtemps, en fait, cette question, ça n'a pas été du tout une question scientifique, c'est plutôt une question qui était traitée par les religions. La plupart des grandes religions du monde ont ce qu'on appelle des cosmogonies, c'est-à-dire des récits, des mythes, dont le but est d'expliquer c'est quoi ce monde et comment il est arrivé là. Et c'est finalement assez récemment, il y a seulement une petite centaine d'années, un petit siècle, que cette question a commencé à vraiment rentrer dans le champ de la science. Et ça s'est passé finalement assez rapidement, en presque une dizaine d'années. Et c'est le résultat d'un certain nombre de petites révolutions dans la science que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors la première de ces révolutions, elle a eu lieu en 1922. Donc en 1922, il y a un astronome américain qui s'appelle Edwin Hubble. Alors c'est peut-être un nom qui vous est familier parce que c'est le nom du télescope spatial. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être un télescope, c'était un astronome. Je ne suis pas en train de vous dire que l'astronome s'est transformé en télescope, hein. C'est juste qu'on a nommé le télescope en son honneur, et vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Donc 1922, Hubble braque son télescope dans le ciel, et il étudie certaines de ces taches un peu blanchâtres qu'on peut voir parfois dans le ciel la nuit. En fait, si vous, alors ce soir ça va être un peu dur, hein, mais enfin, si vous levez le nez au ciel par une belle nuit claire, vous pouvez voir des étoiles. Bon, ça, je pense que vous connaissez les constellations, les classiques. Ce qu'il faut avoir en tête pour fixer les ordres de grandeur, hein, c'est que les étoiles, elles sont, en gros, à une dizaine ou quelques dizaines d'années-lumière. Ça, c'est pour les distances. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a aussi, à certains endroits du ciel, des espèces de taches blanchâtres, un peu diffuses, qui étaient connues depuis assez longtemps. En fait, les anciens avaient déjà remarqué ces taches, qui n'étaient visiblement pas des étoiles, les avaient cataloguées et leur avaient même donné des petits numéros. Et donc, en 1922, Hubble étudie la tache qui porte le numéro 31. Alors, la 31, c'est une des plus connues. Alors, je crois qu'en théorie, elle doit être par ici ce soir. Bon, ça va être un peu dur, mais bon, voilà, elle est dans cette direction-là. Et Hubble mesure la distance à laquelle se trouve la tache numéro 31. Alors, par une méthode que je vous épargne. Et Hubble arrive à une conclusion absolument incroyable. Il conclut que la tache est à une distance de 2 millions d'années-lumière. 2 millions, alors qu'on a dit les étoiles, c'est plutôt une dizaine ou quelques dizaines d'années-lumière. Donc cette tache-là, elle est 100 000 fois plus loin que les autres trucs. En fait, ce que vient de faire Hubble, sans le savoir tout de suite, hein, c'est qu'il vient de découvrir le concept de galaxie. En fait, avant 1922, donc finalement c'est à moins d'un siècle, hein, cette histoire, il n'y avait pas vraiment cette notion de galaxie. Et Hubble comprend que, en fait, la plupart des choses qu'on voit autour de nous appartiennent à un truc, voilà, qui est aujourd'hui la galaxie, notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, et que cette espèce de tache blanche qui est là-bas, c'est un autre truc comme ça, et il est situé à une distance faramineuse de 2 millions d'années-lumière. Alors juste en fait, il y a une chose qui est quand même assez intéressante, je trouve, dans cette histoire, c'est que je pense que c'est le moment de l'histoire de l'humanité où le monde connu fait le plus grand saut en taille. C'est-à-dire que d'un coup, le monde connu devient 100 000 fois plus grand que ce qu'on s'imaginait avant. Quand les gens ont découvert des nouveaux territoires, des nouveaux continents, des nouvelles îles, c'était pas un facteur 100 000. Là, tout à coup, l'univers devient 100 000 fois plus grand que ce qu'on s'imaginait avant. Alors juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça veut dire, hein, c'est comme si vous aviez passé toute votre vie dans l'enceinte de la forteresse, ici. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici, vous avez toujours vécu ici. Pour vous, l'univers se résume à la forteresse de Montbazon. Et imaginez que tout à coup, on vous prenne, on vous fasse sortir et on vous fasse faire le tour de la Terre. Voilà, c'est ça à peu près un facteur 100 000 dans le monde connu. Donc première découverte essentielle de Hubble en 1922, donc l'idée des galaxies. À peu près à la même époque, il y a une autre révolution qui se profile et qui est là plutôt du côté des théories. Faut savoir que quelques années plus tôt, en 1915, le fameux Albert Einstein avait sorti sa théorie de la relativité générale. Alors la relativité générale, rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie qui décrit l'espace-temps et la manière dont l'espace-temps se déforme. Donc Einstein avait compris comment les corps massifs pouvaient déformer, courber l'espace-temps, et comment ça pouvait influer la manière dont les objets bougent et s'attirent. Donc Einstein fait cette théorie, et en fait, il publie des équations, qui portent son nom d'ailleurs, et ces équations, elles sont assez génériques, on va dire.
Et à partir du moment où Einstein a eu publié ces équations, il y a plein de gens qui se sont amusés à prendre ces équations et à essayer de les appliquer dans des cas particuliers. Alors, il y a des gens qui essaient d'appliquer ça, par exemple, pour, je sais pas moi, une étoile sphérique autour de laquelle tournerait une planète, voilà. Donc les gens prenaient les équations d'Einstein, les appliquaient dans des cas particuliers et essayaient de les résoudre. Et vers la fin des années 20, de manière un peu ironique en fait, c'est un prêtre, un chanoine belge qui s'appelait Georges Lemaître, qui décide de prendre les équations d'Einstein et de faire un truc quand même assez couillu avec. Il décide de les appliquer à l'univers tout entier. Bon, voilà. Alors il fait quelques hypothèses simplificatrices, mais voilà, il prend les équations d'Einstein et il les applique à l'univers tout entier. Et il aboutit à une conclusion un peu étonnante. Ces équations, les équations auxquelles il aboutit lui disent que il se pourrait très bien que l'univers ne soit pas statique, mais qu'il puisse être en train de se contracter ou au contraire de se dilater. Alors ça c'était assez bizarre comme conclusion, et d'ailleurs Einstein n'aimait pas du tout cette idée, et Einstein avait même essayé de modifier ces équations, de les trifouiller pour empêcher ce résultat. Alors, en fait c'était une connerie, ça marchait pas du tout, mais enfin voilà, il aimait tellement pas cette idée qu'il avait essayé de modifier ces équations. Et donc voilà, Georges Lemaître conclut que d'après les équations, peut-être que l'univers est en train de s'étendre ou de se contracter. Alors ça aurait pu rester une curiosité mathématique si, quelques années plus tard, en 1929, Hubble, toujours lui, n'avait pas fait une autre découverte qui a encore plus bouleversé l'histoire des sciences et l'histoire de la physique. Donc en 1929, Hubble avait déjà bien repéré un certain nombre de galaxies, c'était devenu un truc qu'il avait bien compris, il avait mesuré leur distance, et par un autre procédé, il mesure leur vitesse, leur mouvement. Et là, il trouve un truc vraiment bizarre. Il observe que toutes les galaxies qu'il est capable de regarder s'éloignent de nous. Ça, c'est un peu étonnant, parce que les galaxies bougent, à la limite, c'est pas choquant, hein, je veux dire, les étoiles bougent, les planètes bougent, donc pourquoi pas les galaxies? Mais pourquoi est-ce qu'elles s'éloigneraient toutes de nous? Je veux dire, c'est comme si vous êtes là en train de vous balader dans la forteresse, il y a plein de monde, si à un moment donné vous arrêtez, vous allez voir des gens qui s'approchent de vous, d'autres qui s'éloignent, voilà. Si vous voyez que tout le monde s'éloigne de vous, c'est qu'il y a un petit problème, il faut vous poser des questions. Donc voilà, toutes les galaxies semblent s'éloigner de nous. Alors comment on explique ça? Il y a deux hypothèses. Soit on suppose que nous sommes au centre de l'univers, et donc il y a un truc qui fait que toutes les galaxies s'éloignent du centre. Alors, historiquement, supposer qu'on est au centre de l'univers, c'est pas une hypothèse qui a très très bien fonctionné dans la science, hein. Donc ça, on va essayer d'éviter. L'autre explication, c'est d'imaginer que en fait, l'univers est en train de se dilater. Et ça colle exactement avec ce que racontaient les équations de Georges Lemaître quelques années plus tôt. C'est-à-dire que ce que Hubble observe, c'est que on est dans une situation qui colle parfaitement avec l'idée d'un univers en train de s'étendre, de se dilater. Pour vous imaginer un peu ce que ça veut dire, imaginez qu'on soit tous ici, là, dans le carré, et qu'en fait, ce sol, ça soit une sorte de drap élastique, et on est tous immobiles, et il y a des gens aux quatre coins qui tirent le drap. Et le drap s'étend, et du coup, nous, on est sur le drap qui est élastique, qui se dilate, et donc tout le monde, les gens s'éloignent les uns des autres, sans avoir à bouger, simplement du fait que le truc sur lequel on est se dilate. Et si vous avez quelqu'un qui est proche de vous, il va s'éloigner lentement. Par contre, quelqu'un qui est loin de vous va s'éloigner plus rapidement. Et c'est exactement ça qui se passe avec les galaxies dans les observations de Hubble. C'est-à-dire que les galaxies les plus lointaines s'éloignent le plus vite. Et donc là, en quelques années, on a un truc qui est absolument génial et qui n'arrive pas si souvent que ça dans l'histoire des sciences. On a une théorie complètement nouvelle, absolument révolutionnaire, qui nous dit que l'univers est en train de s'étendre. Et quelques années plus tard, on a la confirmation expérimentale, les observations qui montrent que, oui, effectivement, il semble que c'est ce qui est en train de se passer. Alors une fois qu'on en est là, on peut faire des tas de choses vachement intéressantes. On peut notamment essayer de reconstituer le passé de l'univers. Parce que là, on est en train de dire que l'univers est en train de s'étendre, très bien, ça veut dire qu'avant, il était plus contracté que ce qu'il est aujourd'hui. Donc on peut essayer de comprendre comment était l'univers dans le passé. Et ça, c'est assez facile une fois qu'on a les équations. On peut utiliser les équations de Georges Lemaître pour essayer de rembobiner le film de l'histoire de l'univers. Alors ça n'a rien d'exceptionnel comme situation, hein. C'est quelque chose qu'on peut faire assez fréquemment en physique. Par exemple, si je me tiens ici et que à un moment je lève la tête et je vois passer un projectile de Couillard, si je vois sa position, que j'arrive à estimer sa vitesse et que je connais un peu les équations qui régissent son mouvement, je peux reconstituer sa trajectoire et donc savoir où et quand il a été tiré. Et on peut faire la même chose avec le film de l'histoire de l'univers. On peut rembobiner le film grâce aux équations. Alors si on rembobine le film, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le passé, l'univers était plus contracté que ce qu'il est aujourd'hui, plus dense et plus chaud aussi. Et plus on remonte dans le passé, plus il était dense, plus il était chaud.
Et même, si on en croit les équations, il y a 13,8 milliards d'années, il était dans un état extrêmement dense et extrêmement chaud. Et même si on remonte encore un tout petit peu plus le film grâce aux équations, on conclut que, à un moment donné, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était juste un point. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à l'idée du Big Bang. C'est grâce à ces travaux-là. Donc si on en croit cette théorie, l'univers serait né il y a 13,8 milliards d'années. Alors il faut être prudent quand on raconte ça, parce qu'en fait, il y a souvent une confusion sur ce dont on est à peu près sûr et ce qu'on ignore. En fait, le fait que l'univers ait été vraiment très dense et très chaud il y a 13,8 milliards d'années, on a des très bonnes preuves expérimentales de ça. Donc ça fait partie du consensus scientifique. Par contre, ce qu'on ne sait absolument pas, c'est cette idée d'instant zéro. En fait, quand les gens remontent le film jusqu'à l'instant zéro, ils font un truc interdit. On sait que les équations de Georges Lemaître, qui permettent de faire le rembobinage du film, elles deviennent fausses quand l'univers devient trop dense et trop chaud. Donc quand on rembobine le film, au dernier moment, au moment où on va faire le dernier bout de rembobinage pour arriver jusqu'à l'instant zéro, en fait on fait un truc qu'on n'a pas le droit de faire parce que l'univers est trop chaud pour qu'on ait le droit de continuer à appliquer ces équations-là. Donc en fait on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. On n'a absolument aucune certitude sur ce fameux instant zéro, et donc scientifiquement, c'est pas quelque chose d'avéré. Alors pour comprendre ce qu'il faudrait faire, en fait, il faudrait trouver de nouvelles équations qui fonctionnent quand l'univers est très dense, très chaud. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, il y a des tentatives, il y a des gens qui travaillent dessus, alors j'ai même bossé moi dessus à une époque. Ici, vous avez une tentative assez raisonnable d'équation qui pourrait éventuellement remplacer les équations de Lemaître, mais en fait, aujourd'hui, on n'en sait rien. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que l'univers serait né de l'effondrement d'un univers précédent qui aurait rebondi. Voilà, c'est une hypothèse possible et on n'a pas de certitude. Alors ça, c'était pour l'histoire de l'univers dans le passé. Alors maintenant, je vais faire un truc qu'on évite en général de faire quand on parle d'histoire, c'est que je vais prédire l'avenir. Parce que de la même manière qu'on peut utiliser les équations pour rembobiner le film, on peut utiliser les mêmes équations pour avancer le film et essayer de comprendre que va devenir l'univers. Alors c'est pareil, c'est comme mon histoire du projectile tout à l'heure. Hein. Si à un moment donné je vois passer le projectile et que je vois sa position et sa vitesse et que je suis capable de calculer très vite, je peux à peu près estimer sa trajectoire et savoir à quel endroit du mur il va tomber. On peut faire la même chose avec le film de l'histoire de l'univers. Et on peut essayer de deviner quel va être le destin de l'univers. Alors en fait, il y a deux destins possibles. Et pour savoir en fait quel va être le destin, on peut prendre une analogie avec ce qui se passe si on lance une balle ou un caillou en l'air. Si je lance une balle en l'air, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va partir avec une certaine vitesse, et puis elle va ralentir, et puis au bout d'un moment, vraisemblablement, elle va s'arrêter et elle va retomber. En fait, il y a une deuxième possibilité. Si je la lance vraiment très fort et très vite, elle peut très bien s'échapper de l'attraction terrestre et partir dans l'espace. Il faut que je la lance assez vite quand même, hein. Il faut qu'elle soit à peu près à 40 000 km/h. Donc ça va être dur, mais bon, voilà, en théorie, la possibilité existe. Pour l'univers, c'est pareil. De même que quand je lance la balle, il y a une espèce de compétition entre la vitesse à laquelle je la lance et la force d'attraction de la Terre, pour l'univers, il se passe la même chose. Il y a une compétition entre la vitesse d'expansion et le fait que l'univers, c'est de la matière elle aime bien retomber sur elle-même, se contracter. Et donc, voilà, il y a une lutte entre ces deux-là. Et donc, l'univers peut avoir deux destins possibles. Alors, premier destin, l'expansion ralentit de plus en plus, finit par s'arrêter et repart dans l'autre sens. C'est-à-dire l'univers se recontracte. Et il finit dans une sorte de symétrique du Big Bang, qu'on appelle parfois un Big Crunch. C'est-à-dire qu'il se recontracte, il redevient très dense, très chaud, jusqu'à finir infiniment dense et infiniment chaud. Une sorte d'enfer, quoi. La deuxième possibilité, c'est que l'univers a une vitesse d'expansion suffisante pour ne jamais retomber sur lui-même, ne jamais se recontracter, mais il va continuer à s'étendre. Alors de plus en plus lentement, mais infiniment, il va continuer à s'étendre comme ça, et probablement finir dans une sorte de désert glacé. Alors ce qui est assez drôle, c'est que pour savoir lequel des deux destins est le bon, c'est lié en fait à la forme de l'univers. C'est un truc assez étonnant. Si l'univers a une forme en quelque sorte sphérique et il est de taille finie, il va finir en Big Crunch, donc il va se recontracter. Et s'il est infini et qu'il a plutôt une forme qu'on appelle hyperbolique, donc vous imaginez une selle de cheval géante ou un Pringles géant, eh bien il va finir en expansion éternelle. Et alors bizarrement, si on essaie de faire des mesures pour savoir dans laquelle des deux situations on est, on dirait qu'on est pile à la limite entre les deux. On n'arrive pas à savoir.
on est très très proche de la frontière et on ne sait pas, suivant les mesures, si on est d'un côté ou de l'autre. Donc on n'arrive pas à savoir quel va être le destin de l'univers. Alors en fait, ça c'est ce qu'on croyait jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Et à la fin des années 90, il y a une nouvelle observation absolument incroyable qui a été faite et qui a complètement changé la donne. Il y a 2 équipes d'astronomes indépendamment qui ont observé que en fait, l'expansion de l'univers était en train de s'accélérer. Alors ça, c'était pas du tout prévu par les équations. C'est comme ma balle tout à l'heure, hein, quand je la lance, soit elle retombe, soit elle s'arrache de l'attraction terrestre, mais dans tous les cas, elle ne fait que ralentir. Et là, les astronomes concluent que l'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. C'est comme si j'avais lancé ma balle et plus elle montait haut, plus elle prenait de la vitesse. Donc ça, c'était pas du tout prévu par les équations de Lemaître. Et alors de manière un peu ironique, en fait, c'est exactement ce à quoi on aboutit si on prend les équations que Einstein avait trafiquées. Sa version trafiquée des équations, là, c'est en fait exactement celle qui marche pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Donc visiblement, en tout cas, le consensus scientifique aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un univers qui est en expansion accélérée, donc qui va s'étendre de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les galaxies vont se retrouver écartelées, les systèmes solaires aussi, les planètes, et puis en fait, tout, nous, les animaux, les cellules, même les atomes vont se retrouver écartelés dans une sorte d'expansion de plus en plus forte et de plus en plus violente. Et c'est vraisemblablement comme ça que l'univers va finir, dans cette espèce d'écartèlement géant. Et sur ces bonnes nouvelles, je vous remercie de votre attention.